Bonjour à tous, je m'appelle Florence Macarès, je prends contact avec vous par le biais d'Internet à cause de la censure dont nous sommes victimes depuis plus d'1 an et demi. C'est le seul moyen qui nous reste afin de pouvoir défendre notre droit de liberté d'expression, de penser et surtout de dénoncer les injustices cruelles, la corruption et toute une organisation d'un trafic d'enfants en plein tribunal de grande instance de Lyon, en France, que ma sœur, Madame Paméole Samantha, ainsi que ses enfants Théophile 6 ans et Hugo Réverter 2 ans subissent en silence jusqu'au moment où je vous parle. Je voudrais vous dévoiler toutes les accusations à tort portées contre nous, toutes les manigances, la machination qui a été orchestrée minutieusement et sournoisement par une équipe d'individus malsains, pervers et bien rodés, pour piéger et détruire la réputation d'une mère innocente qui s'est toujours battue pour protéger ses 2 enfants mineurs contre la brutalité et la violence physique et verbale de leur père, M. Réverter Florian. C'est une fille bien, elle est nickel chrome. Elle fait partie d'une bonne et honnête famille. Au moment où je vous parle, personne, ni avocat, ni association, ni notre famille, ni surtout la maman qui est coincée et piégée en prison, ne sait où se trouvent exactement Théophile et Hugo Réverter. Car d'un côté, les services sociaux d'Eure-et-Loir nous disent qu'ils sont à Lyon pour 4 mois depuis le 20 novembre 2014 jusqu'au 31 janvier 2015. Puis qu'il y aura un autre jugement qui décidera s'ils placeront les enfants à la mère, au père ou aux deux, ou encore dans une famille d'accueil. Et de l'autre côté, la greffière du juge des enfants de Lyon nous dit qu'il y a eu un jugement fin octobre à Lyon en ce qui concerne les enfants, et que la juge pour enfants, Madame Robin, a décidé de placer les enfants dans une famille d'accueil à Lyon, pour une durée d'1 an sans la présence de la maman. La juge l'a écartée sans ménagement et sans conscience, car à ce moment-là, elle était enceinte et prête à accoucher, mais elle a continué à séparer les enfants de leur mère, et même de leur mamie maternelle, sans avoir à l'appui aucune preuve flagrante qui montre les faits négatifs contre nous. Cette femme a calomnié contre ma sœur et ses enfants, et sa famille sans retenue. C'est elle, la mauvaise mère. Elle n'a aucune compassion. Pourquoi y a-t-il 2 jugements qui ont été faits, le jour même comme par hasard à Chartres et à Lyon, en même temps, alors que les services sociaux du CDE de Chartres, Théophile Hugo avec leur avocat pour les représenter, Monsieur Dubreuil, ma maman, moi-même, le juge Sabatier et la partie adverse, le père des enfants, M. Réverter Florian, la tante Vanessa Réverter et le grand-père Amadeo Réverter, étions là pour l'audience à Chartres. Alors je voudrais bien que l'on m'explique comment une juge, Madame Robin, peut se permettre de faire un faux jugement comme si de rien n'était, alors qu'elle sait strictement que le jour de son fameux jugement qu'il n'y avait personne, car tout le monde était à Chartres. N'est-elle pas complètement paranoïde en agissant ainsi, sans se cacher à vos yeux? Oui, elle est folle. C'est elle qui doit être séparée de ses enfants et être placée en isolement dans un centre psychiatrique, pour qu'elle puisse se sentir et sentir le mal qu'elle a fait à une mère innocente. Tous ces faits se sont passés derrière notre dos, et c'est que depuis jeudi 29 janvier 2015, en téléphonant au tribunal pour enfants à Lyon, et vendredi 30 janvier 2015, où une de mes sœurs s'est déplacée depuis le matin jusqu'au soir pour récolter sur place des informations sur le dossier Réverter Paméole, que nous avons appris avec stupeur de ce foutage de gueule. C'est-à-dire que le jugement a été fait en secret à Lyon, et sans la présence de la mère, car ce jour-là, le 30 janvier 2015, ma sœur a téléphoné le matin à notre maman. L'après-midi, elle a rappelé et discuté avec moi et une collaboratrice de députée de la Guadeloupe. Elle nous a bien spécifié que personne ne l'a mise au courant qu'une éventuelle convocation pour son jugement et celle de ses enfants. Et surtout qu'elle n'a aucun document officiel dans sa main de la part d'aucun juge. Donc, elle ne pouvait pas être en même temps en prison et parler avec nous et la députée et être au tribunal de grande instance de Lyon le même jour, le 30 janvier 2015. Avec la juge d'instruction et de libération qui, eux, affirment qu'elle était là, puis ensuite ils affirment qu'elle n'était pas là. Il faut savoir. Pourquoi tant de méchanceté et de haine? Jusqu'où vont-ils aller? Jusqu'au meurtre en se débarrassant de ma sœur comme si de rien n'était? Avant ces derniers faits imprévus et importants, ma sœur Samantha Paméole et moi avons demandé sans cesse de l'aide à différentes institutions françaises, à des associations, à différents organismes.
Nous avons écrit au président de la République, M. François Hollande, au ministre de l'Intérieur de l'époque, M. Emmanuel Valls, au ministre de l'Intérieur actuel, M. Bernard Cazeneuve, à la ministre de la Justice à 3 reprises, Mme Christiane Taubira, au procureur de Lyon 2013 et 2014, au juge des affaires familiales, Mme Blin, au GIGN, à la police des polices, au maire de Vénissieux, Mme Michèle Picard, à certains journalistes dans différents départements, dont l'Expression à Vénissieux, ainsi que par mail à BFM TV, au journal Libération, à Mediapart, à certaines associations d'aide aux victimes de Lyon, sur Internet et par la suite en Eure-et-Loire dans le Loiret, dans l'Essonne. Puis nous avons pris contact par téléphone au IGGN pour déclarer les fautes des gendarmes de Janville, à des associations qui luttent contre les violences portées aux femmes, aux enfants, à des associations d'accueil pour les personnes menacées de mort et à toute autre intimidation, à l'association se nommant SAI à Orléans, pour dénoncer que son mari, M. Réverter Florian, avec l'aide de son père Amadeo Réverter et sa sœur Vanessa Réverter, avec le soutien de son avocate Mme Armelle Blanchard, et surtout avec l'incontestable appui de certains juges, dont Mme Blin, juge aux affaires familiales à Lyon, Mme Marquez, juge des libertés, la juge d'instruction, que je ne connais pas encore son nom, qui s'occupe actuellement, entre autres, du dossier de ma sœur Samantha, qui est coincée en prison, et bien d'autres encore, qui se sont cachés derrière leur bureau, que je vous énumérerai un peu plus loin dans mon discours. Ils veulent vendre les enfants Théophile, âgé de 6 ans, et Hugo, âgé de 2 ans, au plus offrant, et se débarrasser d'elles par la suite comme de la merde. Pour cela, ils ont mis de leur côté, pour être plus forts contre nous, tous les services sociaux contre elles, dont les Maisons du Rhône, Association Colamaya, à Lyon, et les avocats que nous avons contactés à l'époque 2013-2014 et aujourd'hui en 2015, en déformant injustement la réalité des faits et sans aucune preuve, en déformant la vérité qui sortait de notre bouche, en d'ignobles mensonges, en se cachant derrière leur grande robe noire, pour avoir du poids et intimider tout le monde, pour empêcher les gens d'avoir la moindre doute et se poser le moindre question sur la véracité de tous ces faits et accusations. Ils sont juges. Alors, quoi qu'il arrive, ils ont toujours raison. Même s'ils mentent et font de l'abus de pouvoir, tout le monde reste stoïque et s'en fout royalement. Donc, en réfléchissant bien, en France, le pays qui clame haut et fort égalité, fraternité et liberté, entre autres liberté de pensée et d'expression, mais à quoi cela sert de crier ces beaux symboles et ces belles paroles si on ne peut pas déclarer haut et fort les mauvaises actions des juges en France, qui utilisent leur pouvoir pour faire rentrer n'importe qui en prison, pour n'importe quoi, des femmes et des hommes innocents quand cela leur arrange. Quand ils se sentent coincés, parce qu'ils ne veulent pas être dévoilés, tomber et perdre leur pouvoir, quand ils ont une envie soudaine d'écraser les plus affligés, comme pour les personnes noires ou d'origine musulmane, pour un rien et servir d'exemple pour la société. Et encore bien d'autres exemples que j'espère que vous pourrez dévoiler à votre tour quand le moment sera venu, pour témoigner que tout ce que je raconte, ce n'est pas exagéré. C'est plus que la vérité, et que tout le monde a ras-le-bol des promesses tenues par le gouvernement, mais qui ne sont jamais tenues. Des décisions prises par certains ministres pour couvrir les cadavres de notre société, la misère et toute autre forme d'injustice que d'autres personnes subissent, que ce soit au travail, à l'école, comme les harcèlements sexuels, moraux et physiques, dont le racisme et la discrimination, dont ceux qui vivent seuls dans les rues, les oubliés, les invisibles, dont les personnes âgées n'ayant plus de famille se faisant maltraiter jusqu'à la mort dans les maisons de retraite, et disparaissent sans que personne n'ait le moindre remords. Nous tous, nous savons que des injustices persistent et sont visibles de plus en plus aux yeux de tous. Mais pourquoi ne pas se réunir pour combattre tous ces maux à la fois? Est-ce impossible pour vous? Non, tout est possible lorsqu'il s'agit de se mettre à plusieurs, car l'union fait la force pour imposer à notre tour notre propre loi, et pas toujours celle du gouvernement. Nous ne sommes pas inférieurs à eux que je sache. Égalité pour tous. Pourquoi je vous raconte tout ceci? C'est parce que personne n'a daigné répondre à nos appels au secours afin de protéger Théophile et Hugo Pamiol Réverter, ni chercher à essayer de savoir par curiosité les raisons pour lesquelles ma sœur Samantha dénonce ces abus de pouvoir, ces méchancetés, cette corruption, les différents chantages affectifs, les intimidations incessantes de la justice et les services de la police dont la BAC également. Et surtout le plus important, les menaces venant du père M. Réverter Florian, répétant sans arrêt et sans se cacher qu'il partirait en Espagne puis au Québec avec les enfants, et qu'elle n'aurait que ses yeux pour pleurer.
et les menaces de tournevis répétées contre elle, contre ma mère, Madame Macarès Joséphine, en insultant depuis dehors tous les noms que possible ma sœur Olivia Paméol, en agressant une autre de mes sœurs, Angélique, verbalement et physiquement, en insultant avec son père qui, soi-disant, a fait une crise cardiaque et a seulement un poumon qui fonctionne et un pacemaker, étaient présents un matin tôt dans leur voiture et sont sortis subitement ensemble pour insulter ma sœur et l'agresser gratuitement devant tous ceux qui attendaient le bus avec elle à 7 h du matin. Cela ne vous choque pas? Par ce silence, cela en dit long. Ces réactions laissent bien penser qu'en prêtant nullement attention, même un petit chouïa à ces petites alertes, à ces grandes alertes imminentes de danger, de disparition et de mort imminente, que tout un système bien planifié, organisé, obscur et enterré dans la justice française, qui est complice de près dans cette machination bien orchestrée des mois à l'avance contre ma sœur Samantha Paméol, ses enfants Théophile et Hugo, et tout le restant de la famille proche, la mamie, les frères et sœurs. Aujourd'hui, l'heure est grave, car ma sœur Paméol Samantha a été piégée. En effet, le préfet d'Orléans a fait croire, avec la complicité des juges de Lyon et de procureurs de Lyon, aux gendarmes de Janville, suite à un courrier de demande d'aide de la part de ma sœur, qu'il était prêt à un moment donné, à ce moment-là, à l'écouter, à prendre des plaintes, de prendre le dossier en main, mais pour cela, il fallait qu'elle se rende à un rendez-vous le fameux jeudi 2 octobre 2014, à la gendarmerie de Janville en Eure-et-Loire dans le 28, et non dans son cabinet, en apportant toutes les preuves avec elle. C'est ce qu'elle fit, en étant accompagnée ce jour-là de monsieur Dubreuil Jean-Jacques, mon fiancé. Que s'est-il passé? Ils l'ont immédiatement interrogé et mis les menottes, puis vers 15 h, d'après les dires d'une gendarmette, ma sœur Samantha Paméol est passée en comparution immédiate, sans avoir, au préalable, été en garde à vue, sans avoir eu d'avocat commis d'office pour la représenter. On ne lui a pas expliqué pourquoi. Ensuite, la juge de Chartres l'a envoyée directement en prison à Chartres, puis elle a été transférée à la prison de Versailles et ensuite à la prison de Lyon-Corba, en un temps record, en moins de 24 heures. Mais nous, la famille, entre-temps, ce jour-là, nous étions au courant de rien. Mais c'est uniquement longtemps après les faits que nous avons su exactement ce qui s'est passé lorsqu'elle nous a écrit et relaté les faits de son arrestation, et téléphoné plus tard, de tout ce qui a pu se passer dans le détail. Ma sœur s'est fait incarcérer sans avoir en sa possession aucun document officiel venant de la justice qui lui dit pourquoi elle est passée en comparution immédiate sans avoir d'avocat ni commis d'office. Pour les raisons, ils ont décidé de placer les enfants le même jour, comme par hasard, sans crier gare, au CDE de Chartres, alors que la mamie, Madame Macarès Joséphine, était présente ce jour-là. Elle a toujours été présente pour garder les enfants et s'occuper d'eux. Pourquoi faire subir ce choc à des enfants innocents? N'avait-il pas d'autres solutions moins hitlériennes? Apparemment non. Ils se sont comportés comme des nazis en écartant la mère de leurs enfants, de ses enfants. Je vais vous poser une question importante. Avez-vous déjà vu une personne qui est jugée sans être représentée par un avocat, même commis d'office? Si oui, contactez-moi au 06 80 42 43 55 pour qu'on puisse se réunir. Tout le monde pense que cela est impossible, mais moi je vous le dis que c'est possible car ma sœur a subi cet abus de pouvoir sans pouvoir rien faire, ni même appeler sa famille pour lui prévenir de la situation et constater les actes diaboliques de ces personnes, de ces gens qui se disent juges, mais qu'en réalité il n'en est rien. C'est une mascarade. Ah, je sais pourquoi ils ont agi ainsi. Ils se sont dit, elle est noire, les noirs ce sont des gens qui n'ouvrent pas leur grande gueule, ils ne sont pas soudés. Notre parole, nous les noirs ne vaut rien, donc on peut la foutre en prison celle-là. C'est facile, on prépare notre discours bien rodé pour embrouiller les futures personnes et les avocats qui voudraient la défendre en racontant des trucs du genre, des trucs de fou du genre. C'est une personne pas saine d'esprit qui dit n'importe quoi et après, une fois que tout le monde s'éloigne, ils se disent que l'affaire est dans le sac. Eh bien non, cela ne se passera pas comme ça. Malheureusement pour eux, ils ont eu affaire à une famille d'apparence comme toutes les autres familles, mais ils se sont trompés. Car les apparences sont en effet trompeuses. Nous sommes une famille solide comme du roc, qui n'a peur de rien.
qui n'a pas peur d'ouvrir sa grande gueule, quel que soit le statut des gens, de crier fort les injustices qui font subir à ma sœur et à ses enfants. Notre esprit est grand ouvert, nous savons faire la distinction entre le bien et le mal, contrairement à eux. Et c'est pour cela qu'ils n'arriveront jamais à leur fin, c'est-à-dire voler les enfants de ma sœur gratuitement, comme si de rien n'était. Nous serons toujours là pour vous mettre des bâtons dans vos roues, pour que vos manigances et vos sales projets se retournent contre vous et vous pourrissent l'esprit pour devenir fou. Grâce à Dieu, il m'a donné des dons que nul n'aura jamais, pour vous détruire à néant, car cela fait trop longtemps que vous prenez plaisir à faire du mal à autrui. Aujourd'hui, c'est le début de votre fin. Chaque jour qui passe, vos pouvoirs s'amenuiseront. Chaque jour qui passera, vous recevrez à votre tour des cicatrices dans votre cœur et vous sentirez la douleur, toutes les peines que vous avez faites aux autres depuis votre vivant. Et surtout, vous entendrez et verrez la colère de Dieu Tout-Puissant qui manifestera sa puissance d'une façon que nul n'aura vue sur terre. Continuez si vous arrivez à rire entre vous et vos derniers rires contre nous et contre Dieu, en réalité, se transformeront en derniers soupirs affreux, en derniers souffles que vous n'aurez même pas le temps de comprendre ce qui vous arrive. Essayez de continuer à agir avec perversité, essayez de provoquer Dieu en le dessinant sans respect et en se cachant derrière une pseudo-liberté d'expression. Vous recevrez ce malheur terrible, chacun d'entre vous, d'une manière différente, et lorsque cela arrivera, vous appellerez Dieu au secours, mais lui vous donnera en réponse son dos. Arrêtez de faire des sacrifices d'âmes innocentes pour accroître votre pouvoir, car maintenant je vous le dis, le dernier cœur que vous tiendrez en main sera le vôtre. Même le diable et ses démons ne vous seront d'aucun secours. Essayez même une seule fois, si vous arrivez à partir du moment où je prononce ces mots, de défier Dieu. Il y a le Tout-Puissant. De n'importe quelle manière, et la dernière chose que vous direz seront dernières. Vous ne verrez plus que le noir, l'obscurité sera votre récompense, une récompense que vous ne pourrez jamais supporter. Ma sœur Samantha est à présent incarcérée comme une vulgaire criminelle à la prison de Lyon-Corbin en France, car non seulement elle ne sait pas les chefs d'accusation qu'on lui reproche, et non seulement elle est innocente, elle n'a jamais rien fait de mal, elle a juste tout fait pour protéger ses enfants des griffes de la corruption de la justice française, et surtout de la violence de son mari paranoïaque envers ses enfants. Nous étions là inlassablement pour l'aider et la soutenir quoi qu'il arrive, quoi qu'il n'en coûtait, moralement, psychologiquement, matériellement, dans tous les sens du terme. D'ailleurs, nous sommes toujours présents, par distance cette fois-ci, pour la soutenir. Mais malgré d'avoir résisté et subi tous ces combats en famille, ils ont malgré tout réussi à la séquestrer parce qu'elle était sur le point de dévoiler et de le faire. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je prends son relais pour hurler qu'en réalité, c'est un complot politique, c'est une affaire politique, c'est une affaire d'État. Et de la corruption à planer. Car, si c'était en vrai un divorce, cela ferait longtemps que l'histoire serait finie, mais ce n'est pas un divorce, c'est en réalité une histoire masquée avec de nombreuses ombres noires, où des personnes, comme des juges, des policiers, des avocats, des services sociaux, et son mari et son père, se sont réunis pour faire un pacte avec le diable, pour récupérer les enfants, pour les vendre au plus offrant, en utilisant n'importe quel moyen pour parvenir à leur fin. Même si ça choque tout le monde, même s'ils agissent en plein jour, ils s'en fichent, car ils savent très bien que s'ils tombent, d'autres personnes encore plus hautes et plus importantes qu'eux tomberont avec eux. Tous ceux qui sont reliés de près ou de loin chuteront. Alors, c'est pour cette raison que j'ai appelé directement au ministère de la Justice en leur expliquant la situation qu'il y avait de la corruption dans le tribunal de Lyon, une organisation de trafic d'enfants, qu'ils m'ont ri au nez et m'ont dit d'allumer un siège et de les laisser tranquilles, d'arrêter de les appeler. Ils n'ont jamais voulu tendre l'oreille et écouter le désarroi d'une famille, car en réalité, c'est simple, c'est parce qu'ils savent ce qui se passe à Lyon au tribunal. Ils savent que ma sœur a été injustement mise en prison dans des conditions déplorables, et que ses enfants lui ont été arrachés violemment et cachés quelque part sans rien lui dire. Le ministère de la Justice sait qu'ils ne pourront jamais rattraper et corriger les erreurs de leurs collègues à Lyon. C'est pour cette raison que, par leur silence, ils les laissent faire, parce qu'ils savent qu'eux aussi tomberont aussi secs assurément. Faites semblant de modifier les lois qui ne servent à rien,
Cachez-vous en voyageant et en partant pour demander de l'aide à d'autres pays européens, à d'autres puissances mondiales pour demander de l'aide à Google, par exemple. Nous connaissons en secret vos projets, mais sachez qu'il faut assumer à présent vos saletés, assumer que vous êtes en tort et complice avec ces juges et que vous êtes impuissant, car vos mains sont aussi sales qu'eux, car vous avez fait semblant de ne rien faire et de ne rien savoir. Au fait, arrivez-vous à regarder votre reflet noir et déformé dans un miroir? Je pense que oui, car vous n'avez plus d'âme. Je n'ai pas peur de vous, je ne crains que Dieu. Et vous, vous devez faire de même, car la punition sera divinement forte. Restez aux aguets. Ce n'est que le commencement, ce n'est qu'un avant-goût de vos futures punitions. Rien n'arrive jamais au hasard. Vous vous êtes attaqué brutalement à une femme en bafouant son droit d'expression. Qu'est-ce que ça veut dire tout cela? Les enfants ont été placés au centre départemental de l'enfance de Chartres, en Eure-et-Loir, le 4 octobre 2014. Puis, le 29 octobre 2014, le juge M. Sabatier s'est dessaisi de l'affaire en décidant d'envoyer les enfants dans une famille d'accueil à Lyon et d'envoyer sa décision qu'il a rendue à Samantha en prison et non à nous. D'après ses dires, parce qu'elle nous a affirmé cela oralement en nous donnant aucun document comme d'habitude. Mais ma sœur nous a confirmé lors d'un parloir le 31 décembre 2014 à une autre de mes sœurs, Joanna, qui habite dans une autre lointaine région, à Toulouse, qu'elle ne savait toujours pas où se trouvent ses enfants, et avec qui, et dans quelles conditions. Toutes les femmes qui le souhaitent en prison arrivent à avoir des nouvelles de leurs enfants et de les voir, au moins une fois par semaine, sauf elle. N'est-ce pas encore une fois de l'injustice, de l'abus de pouvoir, de la méchanceté pure et dure? Samantha nous a dit qu'elle a régulièrement demandé les documents concernant la décision provisoire de placement de ses fils. Mais elle n'a eu aucune réponse de la part de personne. Cela fait partie de leur stratégie pour affaiblir psychologiquement afin qu'elle signe par épuisement leur fameux document de retrait de rôle de mère. Pourquoi agit-il ainsi? Pourquoi déverse-t-il leur haine sournoisement contre elle et ses enfants? De plus, nous avons cherché à savoir où se trouvent les enfants en allant sur place au tribunal de grande instance à Lyon. Mais la greffière nous a répondu que le dossier était confidentiel, qu'elle ne pouvait pas nous transmettre des informations. Nous avons agi ainsi car nous n'avons trouvé aucun avocat qui était d'accord pour juste récupérer dans un premier temps les documents qui concernent le placement des enfants. Que je sache, il n'avait pas besoin d'avoir nullement l'accord de notre part pour récupérer et consulter sur place au tribunal les dossiers pour savoir où se trouvent les enfants, s'ils sont à Chartres ou à Lyon. Par contre, seule la juge d'instruction Madame Marquez et la juge des libertés est habilitée à transmettre les différentes décisions à Samantha parce qu'elle est majeure et vaccinée. Belle parole, mais la juge n'a jamais donné aucun document à Samantha en main propre ou en les envoyant en prison. C'est ce qu'elle a fait. Elle n'a jamais fait ça. Juste la chose qu'elle a fait, elle lui a caché la vérité pour la faire souffrir et languir. Et lui a affirmé qu'elle ne verrait jamais ses enfants, qu'elle n'aura jamais ses enfants si elle sort de prison, en la narguant. Aucun avocat que nous avons contacté et pris n'ont été capables de prendre cette affaire en main et de se confronter aux juges parce qu'ils ont peur et n'ont pas le courage de faire affront. À chaque fois, ils nous laissent tomber comme des chaussettes et nous laissent seuls face au néant. Le dernier avocat, maître Metaxas David et maître Ménan Mehdi, nous a bien berné en faisant croire qu'ils feront le report du jugement du 29 octobre 2014 pour le placement des enfants et récupérer les documents du début sur les raisons de l'arrestation de ma sœur et par qui. Les raisons du placement des enfants au CDE en Eure-et-Loir. Pourquoi la mamie n'a pas pu avoir les enfants, ni avoir le droit de visite, ni le droit de savoir pourquoi on l'a écartée sans raison valable alors que c'est notre mère qui s'est toujours occupée des enfants depuis leur naissance et les a gardés pendant que ma sœur Samantha travaillait en tant qu'hôtesse d'accueil pour les événementiels, au stade de foot de Gerland, pour les matchs. Et non leur propre père, lui, il regardait son match tranquillement dans son canapé, et non plus sa sœur Vanessa Réverter, et non plus son père Amadeo Réverter. Ils n'ont jamais gardé les enfants. Une seule fois.
alors qu'ils arrêtent de faire croire qu'ils aiment les enfants. Car quand on aime les enfants, on ne les insulte pas de sales négros, et on ne nous insulte pas nous de sales négresses. On montre de l'amour tout au long du développement des enfants. On supporte leurs cris. On fait les nuits. On apporte des principes fondamentaux tels que la politesse, les bonnes manières, les principes de vie, la tranquillité, et non tout le contraire, en harcelant ces enfants et en les empêchant de dormir toute la nuit, en les montant contre nous, en leur disant de répéter de vilaines choses. Quand on est sain d'esprit, on fait la part des choses et on n'implique pas ses enfants dans son délire pour trouver du soutien. C'est malsain. Pour cela, il faut que je remonte quelques mois en arrière pour vous résumer les éléments importants et manquants de l'affaire. Car sans cela, sans passer par cela, vous ne pourrez pas comprendre cette histoire invraisemblable. Alors accrochez-vous et suivez-moi jusqu'à la fin. Tenez le coup, même si vous avez marre, écoutez-moi attentivement s'il vous plaît. Les faits commencent le 7 juillet 2013 où son fameux mari, M. Réverter Florian, habitant à Mézieux dans un T2, au premier étage, a mis sa femme et ses enfants en bas âge à la rue en pleine nuit, avec violence et avec l'aide de son père, M. Amadeo Réverter. Pourquoi ont-ils pris ces décisions et se sont comportés ainsi? Qu'avait-il à gagner? Vous le comprendrez sûrement à la fin du récit. Ce jour-là, j'ai reçu un appel de ma sœur, en fin de journée. Elle était affolée et ne savait pas quoi faire, car son mari, avec l'aide de son père, était en train de la mettre dehors avec ses enfants en bas âge. Elle était sans défense, alors elle m'a appelé et demandé de l'aide. Elle m'a dit de venir tout de suite, qu'elle était en danger et ses enfants aussi. C'est ce que je fis. Une fois arrivée devant l'appartement où la porte était entr'ouverte, et là, en entrant, j'ai vu Amadeo Réverter, le grand-père, enragé, agressant ma sœur. Ses mains étaient sur elle et il la bouscula avec ses enfants contre le mur. Hugo était dans ses bras et Théophile tenait sa jambe droite. Alors, sans réfléchir, je me suis interposée entre eux et j'ai écarté Amadeo. J'ai fait en sorte de mettre une grande distance entre ma sœur et les enfants et lui. Une fois assis sur le canapé, c'est son fils, Florian, qui a pris la relève et répétait sans cesse « Sors de chez moi, sors de chez moi, sors de chez moi » à sa femme, enragé comme un bulldog. Au fait, élément important, pourquoi son père était-il déjà présent avant même que j'arrive? Retenez bien cette question. Entre-temps, Samantha a fait appel à la police. Dès leur arrivée, ils ont relevé la version des deux parties, puis ils ont décidé de mettre les menottes à M. Réverter Florian et le placer en garde à vue. Pour avoir porté des menaces de tournevis contre sa propre famille, Samantha, Hugo et Théophile. Voyant la rage folle de M. Réverter Florian, la policière a vivement conseillé à ma sœur de prendre toutes ses affaires, vêtements, papiers personnels et d'aller habiter chez notre mère à Vénissieux, au 9 rue Auguste Isaac, 69 200 Vénissieux, là où elle habitait dans son enfance avant de se marier, avec ses deux enfants Théophile et Hugo, et au préalable d'aller porter plainte à la police et d'aller voir un médecin pour certifier ses blessures. Je dis ceci car la juge dit que ma sœur est sans domicile fixe. Ils ont fait en sorte que les courriers de la CAF aillent en prison sans l'avis de ma sœur, comme si elle était SDF, sans domicile fixe. Donc, pour remettre les choses en place, elle n'est pas partie d'elle-même. Elle n'a pas fui son domicile du jour au lendemain sur un coup de tête, contrairement à ceux qui veulent essayer de faire croire. Elle a fait les choses correctement et c'est son mari qui l'a foutue dehors, point à la ligne. Poursuivons. Les enfants étaient traumatisés et choqués par le comportement violent de leur père, qui dit les aimer mais qu'en réalité il ne les supportait plus et les frappait à tout va. Souvent pour un rien, quand il était de mauvaise humeur, il ne supportait plus ni les cris de ses enfants, rien d'autre. Par la suite, à peine installé chez notre mère, il venait au marronnier, là où nous habitons, rôder et faire des menaces de mort derrière la porte d'entrée de chez nous. Il insultait depuis dehors, sous le parking devant tous les habitants du quartier. La police ne prenait pas en considération les plaintes de ma sœur, et il ne les traitait pas. Mais ils étaient forts pour envoyer la BAC. En effet, ils venaient régulièrement frapper à notre porte et celle des voisins en demandant où étaient les enfants, alors qu'ils savaient que les enfants et ma sœur étaient présents. Car ce jour-là, ma sœur et ses enfants étaient présents. Ils jouaient à la comédie, car ils ne sont jamais rentrés à l'intérieur de la maison. Ils restaient toujours devant le palier de la porte
car il n'avait aucune raison de rentrer chez nous. Il n'avait pas le droit, tout simplement. Le but, c'était de faire croire à tous les voisins que nous étions des criminels ou des trafiquants de drogue et de ternir notre réputation pour faire croire de vilaines choses aux voisins et empêcher tout le monde de parler le jour où ils auraient vraiment prévu de récupérer et de voler les enfants de ma sœur un peu plus tard. Mais qu'ils arrêtent un peu, personne n'est dupe. Tout le monde sait que ce sont de gros menteurs. Cela fait plus de 21 ans que nous habitons dans cette résidence et personne ne pourra témoigner contre nous, car nous sommes une famille discrète et ne fait d'histoire à personne. On ne fait aucun trafic de tout genre, donc ce n'est pas la peine d'essayer d'inventer des choses vilaines contre nous, car il n'y a rien. Nous sommes honnêtes et nous menons notre petite vie simplement, sans nous plaindre, malgré les aléas de la vie, car tout n'est pas rose. Et eux, ils arrivent comme une fleur, ils font leur beau, ils agressent les gens verbalement et parlent aux gens comme à des chiens, alors qu'ils arrêtent leur simagrée, leur comédie, on n'est pas idiots. Malgré les rappels de notre part, en écrivant et en téléphonant pour savoir où étaient toutes les plaintes, où en étaient toutes les plaintes pour violences réitérées, pour menaces de mort contre ma sœur, ma mère et toute la famille. La plainte de la brigade des mineurs, où on le voit frapper son fils au visage dans une vidéo. Apparemment, ceci n'est pas suffisant pour les convaincre d'écarter ce type de ces enfants. Pour eux, apparemment, ce n'est pas de la maltraitance. De plus, aucune plainte jusqu'à ce jour, donc 1 an et demi plus tard, n'ont été traitées. C'est comme si elles n'ont jamais eu lieu. En attendant que ça tasse, ma sœur a pris la décision de prendre un avocat, M. Planchon Jean-Jacques, à Lyon, au mois de juillet 2013. Ma sœur emmena, suite au rendez-vous, toutes les preuves, mais par la suite, plus de réponse de sa part. Il a fait poireauter pendant plus de 3 mois. Il l'appelait pas. Donc ma sœur l'a appelé, l'a rappelé et l'a rappelé pour prendre de ses nouvelles, mais il ne répondit pas. Alors elle décida d'aller voir sur place pour prendre la température. À l'interphone, il répondit qu'il avait déposé le dossier de demande de divorce et qu'il fallait attendre, mais en fait, il n'en était rien. Mensonge et foutage de gueule, car il voulait en réalité laisser la partie adverse poser leur dossier bien monté contre ma sœur en premier et en fin de compte, c'est ce qui s'est passé. Comprenant qu'il se moquait ouvertement d'elle, on lui conseilla de choisir un autre avocat car elle n'avait pas choisi. Elle trouva maître Cretin-Laurent à Lyon et lui aussi a eu le même comportement que maître Planchon. La différence entre eux deux, c'est qu'il n'était jamais disponible d'après sa secrétaire. Toujours en audience, il ne s'est jamais occupé d'aucun dossier. Voyant la situation se resserrer contre ma sœur, on décida de prendre une autre avocate faisant partie d'une association de femmes battues par l'intermédiaire d'une autre association à Saint-Fond, mais toujours la même rengaine. Une fois l'histoire racontée, et une fois que celle-ci a pris contact avec les 2 derniers avocats, et l'avocat de la partie adverse, maître Blanchard Armel, retenez bien son nom, maître Blanchard Armel, elle nous fit comprendre gentiment qu'elle ne pouvait pas la représenter, car en fin de compte, elle s'était trompée. Ce dossier ne la concernait pas, ne la concernait plus, alors qu'auparavant, elle tenait un autre discours et était plus enjouée. Ensuite, il y a eu maître Cipriani, puis maître Capoulade Eliane. Encore une autre, celle-là. Elle prenait plaisir à faire croire qu'elle voulait défendre ma sœur, mais sous son comportement et sa façon de parler, on voyait bien et on sentait bien qu'elle mentait et la baratinait. Pourquoi? Parce qu'une semaine avant le rendez-vous au tribunal de grande instance de Lyon, ma sœur n'avait pas de nouvelles d'elle, de sa part, et surtout pas de requête. Alors j'ai pris la décision de l'appeler et je l'ai bien fait comprendre qu'elle avait intérêt d'envoyer la requête à ma sœur, car elle avait affaire à des requins, que le dossier en divorce était très compliqué, qu'il fallait qu'elle y mette du sien. Mais devinez quoi? Elle envoya une requête en divorce bâclée et bafouée, remplie d'erreurs. Elle marqua enfant majeur au lieu de marquer enfant mineur, par exemple. Et surtout le comble, et comme d'habitude, la requête en divorce
n'est pas signé de sa main. Le vide complet. Le manque de signature explique tout et montre qu'elle ne se sentait pas concernée par l'affaire. M'en foutise, et que le jour J, elle n'allait pas du tout défendre ma sœur. Au contraire, qu'elle prenait un malin plaisir à la crouler, et j'ai eu raison de penser cela, car le jour de l'audience, elle a écrit une lettre pour justifier, en quelque sorte, que seule elle savait, sa conscience, en quelque sorte, elle avait peut-être une mauvaise conscience, elle a retourné le tout en une lettre pour témoigner contre ma sœur à maître Blanchard Armel, l'avocate de la partie adverse. Pourquoi a-t-elle essayé de se justifier en retournant sa veste aussi vite? Et surtout, que ma sœur lui avait fait un courrier la veille qu'elle ne voulait plus d'elle pour la représenter. Alors pourquoi donner un courrier avec plein de mensonges à l'adversaire, alors qu'à peine quelques jours auparavant, c'était la première à dire « Il faut me croire, faites-moi confiance, je vais vous défendre ». Quel beau exemple, quel bel exemple de retournement de situation. Judas en quelque sorte. La veille de l'audience, c'est-à-dire le 6 janvier 2014, j'ai pris contact en urgence avec l'adjoint au maire de la mairie de Vénissieux de l'époque, car entre-temps, cela a changé. Pour lui raconter que ma sœur était mal au point, et qu'il lui fallait absolument un avocat sincère pour la représenter. C'était primordial, car si elle n'en avait pas un ce jour-là, cela aurait été sa condamnation à mort. La juge aurait pris la décision de donner la garde principale au père, car ils sont amis et se connaissent bien, et ma sœur n'a rien du tout. La situation aura été dramatique et irrécupérable. Alors, l'adjoint au maire me donna le numéro de téléphone de maître Faten et de maître Putanier. La veille de l'audience, nous sommes allés à son cabinet en urgence, et elle récupéra tous les documents et preuves compromettants de son mari. Le lendemain matin, le 7 juillet 2014, on se rendit tous au tribunal, comme prévu, avant 11h. Mon fiancé, M. Dubreuil Jean-Jacques et moi-même étions là pour la soutenir. Et en tant que témoin. Ce qui était étrange, c'est que la juge fit rentrer ma sœur Samantha et son mari avant l'heure prévue des 11h, et sans leur avocat. Et avant également un autre couple qui était avant eux. Alors qu'en temps normal, ils auraient dû rentrer avec leur avocat et passant. C'est quoi cette histoire? Maître Faten arriva à l'heure prévue 11h, pétante. Et elle fut atterrée en apprenant ceci. Elle n'avait jamais vu cela, rétorqua-t-elle. Puis, ma sœur et son mari sortis de la salle et sont retournés à nouveau dans la salle, mais cette fois-ci, chacun avait leur avocat. Maître Faten n'a pas pu présenter les preuves au juge, car la juge n'était pas d'humeur à les accepter. Ni une interdiction de sortie de territoire pour empêcher quel que soit le parent à quitter la France avec les enfants. Surtout que le père, qui répétait sans cesse qu'il partirait sans la prévenir à l'étranger avec les enfants, mais la juge, cela lui était égal. La juge n'a pas accepté que le père voie ses enfants en sturt neutre, car il est violent et frappe ses enfants. Il est dans l'incapacité de s'occuper de ses enfants sans les frapper à tout bout de champ. Apparemment, malgré la vidéo qui montre sa violence contre son fils aîné, Théophile, la juge n'a pas été sensible à cela. En fait, ce qu'elle aime, ce sont les pères qui frappent leurs enfants, et pas les mères qui protègent leurs enfants. Elle comprend tout de travers. Puis 2 jours après, la soi-disant ordonnance de non-conciliation arriva au bureau de maître Faten. Elle lui donna une copie. Au fait, 2 jours, cela ne vous étonne pas, alors qu'en temps normal, avec toutes les demandes de divorce, il faut environ 1 à 2 mois pour traiter les dossiers dans l'ordre des dates d'audition. Que je sache, il y a des tonnes de dossiers et leur dossier n'était pas prioritaire. Alors pourquoi tant de hâte? Maître Faten demanda un report d'audience, mais maître Blanchard Armel influença la juge. Elle était contre et le fit comprendre en hurlant, en ne laissant pas maître Faten en placer une. Pas question de report, pas question de report. C'était vraiment acte 1, scène 3. Voilà, en voyant tout cela, on voyait qu'il y avait complaisance entre eux. Car, à la fin, elle ne se cachait pas.
Ça rigolait fortement, limite meilleur ami du monde. Alors que même si on connaît un juge, par respect, elle devrait pas montrer un tel comportement. Toutes les deux devaient savoir se tenir correctement et pas se relâcher ouvertement. N'importe quoi. Ensuite, Maître Faten ne tenait plus le même discours. Alors Samantha décida de faire appel à la décision en choisissant Maître Putanier Cédric. En même temps qu'elle fit appel, l'avocate de Monsieur Réverter, encore Maître Blanchard Armel, s'interposa en faisant une demande de retrait de rôle de maire au mois de février, afin de mettre des bâtons dans ses roues. Pourquoi veut-elle que Samantha ne soit plus du jour au lendemain la mère de Théophile et Hugo, soudainement? Pourquoi aller si loin sans preuve et sans fondement? Elle a utilisé le seul moyen de pression pour empêcher que l'appel fonctionne, car en temps normal, pour une fois, ce n'était qu'à ma sœur uniquement et non à son mari de faire appel. Elle en avait le droit, car elle n'était pas du tout d'accord des décisions qui ont été prises dans ce torchon de l'ordonnance de non-conciliation et non signée par aucune partie, ni juge, ni greffière, ni par ma sœur, ni par son mari. Ma sœur était dans son droit d'exprimer librement ses revendications pour se défendre et remettre la vérité en place. De quoi elle se mêle, celle-là? Pourquoi cette femme s'initie dans toutes les démarches de ma sœur pour lui barrer la route comme le diable? Mais cela ne la regarde pas. Qu'est-ce qui lui arrive à celle-là? Qu'est-ce qui lui prend à celle-là? Elle a le feu au cul? Est-ce une maîtresse cachée ou encore est-elle stérile? Peut-être elle veut prendre et récupérer les enfants pour elle-même. Qu'a-t-elle? Qui est-elle pour décider et même pour penser d'enlever le droit de rôle d'une mère innocente qui aime fortement ses enfants et les chérit d'un amour inconditionnel? Elle a vraiment un problème, cette femme. Qu'en pensez-vous? N'êtes-vous pas de mon avis? Son comportement est plus qu'ambigu et dangereux pour la société. À chaque fois que Samantha la croisait, elle était excitée comme une puce, nerveuse et empressée. Elle avait un comportement comme si sa vie en dépendait. C'est un con quand on y pense maintenant. Elle suivait les ordres et agissait de cette façon, car c'est comme ça qu'elle est en réalité, dérangée. À un moment donné, nous nous faisions tellement harceler, car des gens venaient se cacher derrière notre porte en restant dans le noir pour nous intimider et nous menacer. On ne savait pas qui étaient ces gens-là, et surtout, 3 policiers de la BAC venaient régulièrement frapper à la porte et hurlaient aux voisins en leur demandant de rentrer chez eux. Ils cognaient fort à la porte comme si nous avions des armes ou de la drogue chez nous, alors qu'il n'en est rien. Ils voulaient nous faire passer pour des gens trafiquants aux yeux du voisinage. Pourquoi venir faire semblant et demander où se trouvent les enfants, alors que l'aîné était scolarisé à l'école et que nous menons notre petite vie aux alentours de Vénissieux. Nous faisions nos courses à Carrefour, Vénissieux, Auchan-Sapriès et le marché à côté de chez nous. Nous étions également harcelés 24 heures sur 24, toute la journée et même la nuit par des appels anonymes. Des messages occultes que nous recevons dans notre téléphone portable du genre des mélanges d'enfants, d'adultes et des bruits de tout genre. Un peu bizarre, cela était incompréhensible. Nous étions aussi suivis partout où on allait. Et en plus, ils ne se cachaient pas. Pourquoi je vous dis cela? Car un jour, j'ai fait exprès de rouler à moins de 50 km/h sur l'autoroute, à 130 km/h, et j'ai remarqué immédiatement que la voiture qui me suivait faisait de même et roulait tout doucement derrière moi. Elle roulait tout doucement et elle ne voulait pas me dépasser. Ce jour-là, c'était clair. J'étais convaincue qu'on me suivait. Pourquoi tant de surveillance et de gaspillage d'argent sur le dos de la société? N'ont-ils pas d'autres choses plus importantes à faire, à surveiller les personnes qui sont réellement dangereuses, pour l'État par exemple? Voyant que l'ambiance était devenue insupportable, l'atmosphère irrespirable, ma sœur et ses enfants vivaient dans la peur au ventre. Alors Jean-Jacques Dubreuil, son beau-frère, lui proposa de venir chez lui. C'est ce qu'elle fit. Là-bas, elle et ses enfants pouvaient enfin respirer de l'air pur, remettre les batteries en charge, se ressourcer pour pouvoir chercher de l'aide. D'autres avocats pour la représenter et la défendre, d'autres associations dans les départements du Loiret, de l'Essonne, de l'Eure-et-Loir et à Paris. Mais en vain.
car personne ne voulait se confronter à cette corruption de ce système judiciaire. Ma sœur avait pris contact plusieurs fois, et moi-même, avec les services secrets français, DCRI, ministère de la Justice, de l'Intérieur, avec le secrétariat, au téléphone, et également sur place, mais personne n'a voulu l'écouter, ni donner un rendez-vous, sachant que la situation est plus que grave. Ensuite, il y a eu le coup de grâce. Lorsqu'elle a écrit au préfet d'Orléans, tout s'est accéléré, la situation s'est dégringolée. Pourquoi le préfet d'Orléans a fait croire aux gendarmes de Janville qu'il était d'accord pour prendre le dossier en main et a demandé à Samantha de venir au rendez-vous le jeudi 2 octobre 2014 en apportant les preuves pour traiter sa plainte. Qui ment dans l'histoire? Est-ce le préfet d'Orléans? Est-ce les gendarmes qui ont trouvé une fausse excuse pour la duper afin de l'emmener dans un piège? En tous les cas, tout ce que je sais, cette préméditation vient à coup sûr du juge de Lyon, qui s'est servi du préfet d'Orléans, des gendarmes, du procureur et du juge de Chartres pour combiner cette guet-apens. Toutes ces personnes sont soit naïfs et se sont fait duper par la juge de Lyon, ou soit complices, ou soit ils ont été utilisés comme des pions d'échecs sans s'en rendre compte pour parvenir à leur stratégie diabolique, car les gens de Lyon et d'Eure-et-Loir savaient strictement qu'ils ne pouvaient rentrer chez nous sans motif valable. Et c'est pour cette raison qu'ils ont fait en sorte d'utiliser le préfet pour la faire venir à un pseudo-rendez-vous, pour l'aider alors qu'en réalité c'était un rendez-vous pour l'achever et lui voler ses enfants comme si de rien n'était. Mais heureusement, une partie de leur plan ne s'est pas déroulée comme ils le souhaitaient, en ce qui concerne les enfants. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est récupérer les enfants et les emmener directement à Lyon, en ne passant pas par la case du centre du départemental d'Eure-et-Loir, comme si de rien n'était. Et une fois que la maman, qui est enfermée à la prison de Chartres, et les enfants dans la main de leur père psychopathe et violent, ainsi que la justice corrompue à Lyon, ils auraient fait croire que ma sœur et ses enfants ne sont jamais allés dans le département du 28. Et ils auraient fait encore leur faux jugement et leur faux divorce sans la présence de leur mère, pour non seulement la faire divorcer de force, en la privant définitivement du rôle de mère, car elle est enfermée en prison, n'a pas d'avocat, et elle a tout un réseau mafieux à Lyon contre elle. Plus tard, je vous expliquerai pourquoi le fait que les enfants sont passés dans un centre social en Eure-et-Loir, à Chartres, et que le père n'a pas pu les récupérer, c'est important. Comment cela s'appelle-t-il, ce qu'ils ont lancé contre ma sœur et ses enfants? Jusqu'à présent, personne ne sait le motif de son arrestation, ni la famille, ni la personne concernée, ma sœur Samantha. Autre fait important, ma sœur a fait en sorte que son fils aîné, Théophile Réverter, saute une classe et passe directement au CP, car il sait lire et écrire, il est avancé intellectuellement. C'est un enfant précoce. Ma sœur est courageuse. Malgré tous les problèmes, elle ne s'est pas arrêtée à cela, elle a fait la part des choses, mis ses problèmes de côté, et elle a demandé au directeur que son fils puisse sauter une classe. Elle a toujours pris soin de ses enfants, les faisant sortir dans des parcs, en famille, en leur inculquant le savoir-vivre, prenant soin de leur santé, contrairement au père qui, lui, faisait tout le contraire, s'en fichait de tout et voulait jamais les soigner, il prenait jamais rien au sérieux, comme si boire un peu de coca, cela guérit de tout. Les plaintes qu'elle a posées à Lyon contre la violence du père sur ses enfants et sur elle n'ont jamais été traitées. Les mois passaient, elle n'allait pas laisser les enfants dans la main d'un père qui menaçait sérieusement et constamment de quitter la France pour partir en Espagne et au Canada, en disant que lorsque ça sera son tour de récupérer ses enfants, qu'il n'aurait rien à foutre, qu'il partirait avec eux à l'étranger et qu'elle n'aurait que ses yeux pour pleurer. Qu'auriez-vous fait dans ce cas-là, en tant que mère, en tant que parent et père? Car la situation peut être inversée. Quelle décision aurez-vous pris? Le laisser une chance de partir à l'étranger avec les enfants, ou l'empêcher de le faire en essayant de trouver une structure neutre
pour qu'il puisse voir ses enfants en convainquant un juge? La loi précise bien que c'est le bien-être des enfants et la sécurité qui prime avant tout. Ma sœur a pris la bonne décision de protéger ses enfants contre un futur enlèvement imminent. Pensez-vous et croyez-vous qu'une fois les enfants enlevés, la justice française et l'État français auraient bougé le petit doigt pour les yeux d'une femme noire pour rechercher les enfants, surtout dans des pays qui n'ont pas les mêmes conventions sur les lois d'enfants qu'en France, et que on ne peut faire aucun arrangement politique? Baliverne. Tout le monde le sait très bien, alors arrêtons d'être hypocrites. Beaucoup d'enfants en France disparaissent et personne ne peut rien y faire. Car dans la plupart des cas, la justice donne raison aux pères, même aux pères qui ont des soupçons de viol sur leurs enfants, et les laisse en quelque sorte partir, par exemple en Inde ou dans d'autres pays. Il n'y a pas de vraie justice en France. Il y a de nombreux faits qu'il faut, dans un premier temps, déclarer et essayer de traiter. Contrairement à ce que l'on pense, la justice donne plus raison aux pères qu'aux mères, car les mères sont rapidement traitées de folles et placées dans un établissement psychiatrique par leur mari, ou en prison, comme pour ma sœur, pour les faire taire. Mais à présent, toute cette injustice s'est terminée. Venez nous rejoindre et combattre ce fléau. Ainsi, nous serons plus forts. N'ayez pas peur d'ouvrir votre bouche et déclarer à votre tour toutes les injustices et les méchancetés que vous avez supportées seuls. C'est une occasion pour vous d'exprimer votre liberté d'expression et de parler. Alors, il faut profiter car l'occasion ne se représentera plus. Quand nous serons nombreux, des milliers, voire plus, à travers toute la France et en dehors de nos frontières, le gouvernement français osera-t-il dire encore une fois que nous tous nous mentons, car chacun d'entre nous savons ce que nous subissons et nous sommes, avec nos expériences, des témoins importants pour faire flancher tout un système judiciaire, rempli plein de failles qui brisent des familles entières, les plus pauvres et les plus affligés et démunis financièrement. C'est à notre tour à présent de proposer de nouvelles lois cohérentes aux besoins de tout le monde équitablement, et non des lois qui sont favorables pour une catégorie de personnes. Des lois qui sont favorables pour attirer et utiliser des personnes étrangères pour des prochaines élections présidentielles et combler le futur vote. Pour, une fois élus, les oublier. Ce ne doit pas être les mêmes personnes dans le gouvernement qui doit proposer les lois que, la plupart du temps, font régresser la société et agacent beaucoup d'entre nous. Maintenant, stop, c'est fini. Nous sommes dans une nouvelle ère. Arrêtons d'être des moutons. Réveillez-vous, bougez-vous, réunissez-vous. Soyez organisés et restez en paix. Manifestez-vous une fois de plus, pas d'une mauvaise façon, pas avec violence, mais avec fermeté, ténacité. Tenez bon jusqu'au bout, ne cédez pas. Faites comme nous, restez debout quoi qu'il arrive à ces personnes qui se disent être en haut de nous. Nous sommes tous égaux, n'oubliez pas. Je n'ai pas honte de le dire, je suis fière de vous dire que si c'était à faire, nous le referions. Pareil. Une bonne mère, c'est quelqu'un qui fait tout pour protéger ses enfants contre la violence d'un père, contre la justice qui ne veut pas les protéger. N'oublions pas que M. Réverter a tout un système judiciaire corrompu avec lui. En le laissant faire tout ce qu'il veut faire, à tout va. Il a frappé un chauffeur de bus et c'est à peine s'il a été condamné. Cela fait des années qu'on le protège. Il menace notre famille oralement et physiquement devant tout le monde. La police s'en fout. Il nous fait des menaces de mort et des menaces avec des tournevis. La police s'en contrefiche. Dans une vidéo, on le voit frapper son fils aîné et en réponse, la justice dit que c'est une erreur. Tout ce qu'il a fait dans sa vie, même quand il se faisait renvoyer de classe, il faisait de collège en collège, il changeait constamment d'établissement scolaire, pour mauvais comportement, c'était là aussi une erreur de parcours. En fait, tout ce qu'il fait, ce sont des erreurs. Donc, une erreur, plus une erreur, plus une erreur, plus des dizaines d'erreurs, c'est égal à une erreur de la nature. En clair, c'est lui l'erreur. À présent, ma sœur Samantha se trouve coincée dans un trou à rats du jour au lendemain, sans personne pour la défendre, car la juge intercepte ses courriers et l'empêche de choisir un avocat. Elle intercepte ses courriers
Elle intercepte mes courriers aussi également et les envoie directement à mon domicile car elle ne veut pas que j'encourage ma sœur et que je lui remonte le moral. Aucun des avocats que nous avons pris n'ont été capables de récupérer les documents expliquant les raisons de son arrestation. Et combien de temps? Quels sont les chefs d'accusation? Pourquoi elle n'avait pas d'avocat d'office, ni d'avocat normal, pour la représenter? Pourquoi Samantha et ses enfants étaient absents pour certains jugements, tout récemment au mois de janvier 2015? Pourquoi ont-ils placé les enfants aux mains des services sociaux à Chartres pour, après, plus aucune nouvelle? On ne sait pas où ils sont.